Fin de formation pour le contingent spécial 2022 de Tibi dans la région des Sangs. Ils sont plus de 2000 recrues engagés volontaires à prêter serment après quelques mois de formation pour mieux servir la patrie. Le grand format de ce journal a trait au cadre de concertation. On en compte plusieurs dans notre pays. Ils ont pour vocation d'ouvrir au quotidien des dialogues entre le pouvoir public et le secteur privé pour améliorer l'environnement des affaires. Les eaux du fleuve, patrimoine naturel et culturel pour les beaux eaux. C'est là malgré les dangers naturels. La chronique culture et société de ce soir s'intéresse à cette thématique. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Sortie des recrues du contingent spécial 2022 de Tibi dans la région des Sangs. Ils ont plus de 2000 recrues engagés volontaires à prêter serment après quelques mois de formation au centre d'instruction de Tibi. Commentaire Valentin Roger Diallo. Le centre d'instruction de Tibi vient de former 2046 volontaires qui ont accepté de rendre les armes en leur possession pour se mettre à la disposition de la mère patrie. Venus de divers horizons du pays, eux après 3 mois de formation commune de base, ils entendent désormais défendre le territoire national contre toute forme de menace. Faites le serment de servir la patrie avec honneur, loyauté et fidélité. Je m'adresse à tous mes frères compatriotes maliens. Ceux qui détiennent toujours l'arme illégalement, de venir rejoindre la patrie mère. Nous avons choisi de déposer nos armes et venir intégrer les forces des armées. Vive le Mali, vive l'unicité. Cette formation commune de base avait pour but de donner aux futurs soldats les bonnes capacités intellectuelles, morales et physiques. La formation a aussi permis de leur inculquer les notions de base de la vie militaire. En outre, les recrues ont bénéficié des modules de sensibilisation dans le cadre du terrorisme, les connaissances interarmes, l'instruction sur le tir au combat, le sécurisme au combat, entre autres. Le centre d'instruction de Tibi a abrité et formé des recrues venus de Tombouctou, Sévaré et Ségou, pour un effectif de 2046 venus successivement. Les exigences et rigueurs ont permis de donner satisfaction à la hiérarchie militaire par rapport à la formation physique, morale et intellectuelle à travers une instruction de qualité, d'une part des matières militaires et d'autre part des matières civiques et morales. Avec un programme riche et diversifié sur un volume horaire de 388 heures. Chers soldats de la 4e vague du contingent spécial, vous avez choisi d'embrasser le métier des armes dans la légalité. Comprenez que ce choix présente de grands défis allant souvent jusqu'au sacrifice ultime. C'est pourquoi les connaissances que vous avez acquises pendant cette formation sont utiles et vous en aurez rapidement besoin car vous serez bientôt engagés dans des situations complexes requérant de grandes habiletés professionnelles et humaines. Il faudra donc donner le meilleur de vous-même en toute occasion, en ayant à l'esprit que vous ne devez jamais décevoir. Les recrues ont été félicités pour le choix patriotique qu'ils viennent de faire. Au nom des autorités militaires, le colonel-major Djibril Doumbia a remercié les autorités administratives, religieuses et coutumières de Tibi et Sang pour leur accompagnement le temps de cette formation. Il n'a pas manqué de rappeler le caractère asymétrique des menaces auxquelles la nation est confrontée. Des défis qui imposent donc aux forces de défense et de sécurité des ressources suffisantes et qualifiées pour un maillage complet du territoire national. 1067 nouvelles recrues viennent aussi de boucler leur formation commune de base au camp Cheikh Amadou Tall de Ségou. Pour la circonstance, une cérémonie riche en couleurs a été organisée. C'était sous la présidence du général de brigade Brema Diabaté. Honoré Tchenou. Ils sont 1067 soldats, dont 587 personnels féminins, toutes corporations confondues, à boucler leur formation commune de base du contingent 2021, première vague à Ségou. Après 5 mois d'apprentissage sur le règlement militaire, des notions de combat, des tactiques et maniement d'armes dans une prise à main morale et physique, ces jeunes soldats viennent de grossir les rangs des forces armées et de sécurité. Jeunes soldats du contingent 2021, tout en vous exhortant à prise d'engagement et détermination dans le combat quotidien contre l'obscurantisme et le barbarisme qui nous sont imposés, je vous félicite pour le choix courageux
et patriotique que vous avez fait en décidant de devenir des porteurs d'uniforme, c'est-à-dire défendeurs de la patrie. C'est donc Baïsou Mariko, soldat de 2e classe, qui se classe major de la promotion avec une moyenne de 17,52. Il est suivi de Awa Kamara et Assada Bouré qui ont respectivement 17,7 et 17,2 de moyenne. Nous pouvons donc confirmer, sans nous tromper, que les modules enseignés ici, les actes élémentaires et les actes réflexes du combattant, permettront à nos jeunes soldats d'exercer pleinement leurs nouvelles tâches dans les différentes armées et services. Le défilé militaire et des démonstrations multidisciplinaires pour certifier la qualité de la formation reçue ont été les temps forts de cette cérémonie. La communauté chrétienne du Mali a consacré la messe de ce dimanche à la prière pour le retour de la paix au Mali. Ces séances de prière entrent dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation. Boubacar Kanouté. Une journée de prière en faveur de la cohabitation pacifique entre les Maliens. Les fidèles chrétiens aspirent à la paix, la cohésion sociale et au vivre ensemble. Ils attendent jouer un rôle clé dans le processus enclenché par les autorités de la transition. Les fidèles ont loué le Seigneur pour qu'il fasse régner cette entente entre les fils du Mali. Dans son homélie, le prêtre Nessor Dabéré a demandé aux Maliens de se donner la main pour une paix durable, gage de développement. Déjà, en tant que chrétiens catholiques, nous avons l'habitude de prier régulièrement pour la paix au Mali. Et avec l'invitation du gouvernement à prier particulièrement aujourd'hui, nous avons célébré donc l'Eucharistie. Et je pense que c'est un sentiment aussi quelque part de joie de voir que toute la nation prie un seul jour pour une même intention qui est la réconciliation de la nation. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ, selon la Bible. Ici, à l'église baptiste de Niamakoro, même exercice pour les fidèles. Chacun se soucie de la patrie, donc sa stabilité est un devoir de mémoire. Nous te demandons, Seigneur, que tu maintiennes ces hommes et ces femmes unis autour de l'idéal de voir un Mali uni, un Mali fort, un Mali prospère. Cette prière fait suite à l'appel des autorités animées par l'esprit de voir la quiétude s'installer sur toute l'étendue du territoire national. La Semaine nationale de la réconciliation n'est pas un aboutissement de long processus. Tout le monde sait aussi que la cohésion sociale n'est pas au niveau que nous souhaitons. Au cours de toutes ces rencontres, le peuple malien a dit que la paix, la réconciliation sont les premières préoccupations qui doivent être inscrites au rang de première priorité de notre pays. Des cantiques et bénédictions ont été le clou de cette journée de prière. Grand formant de ce journal, plusieurs cadres de concertation existent dans notre pays. Les structures mises en place ont pour vocation d'ouvrir au quotidien des dialogues entre le pouvoir public et le secteur privé pour améliorer l'environnement des affaires, c'est-à-dire faire en sorte que les conditions soient réunies pour qu'il y ait plus d'entreprises. À l'instar du secteur privé, beaucoup d'experts estiment qu'aujourd'hui le dialogue est en panne. Le grand format est signé Kerbou Perou et Moulaye Sidibé. Dans le cadre du renforcement de la contribution du secteur privé à l'économie nationale, plusieurs instances de concertation ont été mises en place. C'est pour faire du secteur privé le moteur de la croissance économique. Le temps est venu de faire une évaluation des cadres de concertation en place pour éventuellement corriger les insuffisances. Nous avions dans le passé le CPI, le Conseil présidentiel pour les investissements, qui se réunissait environ une fois par an autour du président de la République pour justement échanger sur l'écosystème, sur le doing business, sur l'environnement. Malheureusement, ce conseil n'existe plus, en tout cas il ne se réunit plus. Ensuite, nous avons le Conseil supérieur du secteur privé, qui est une structure qui ne fonctionne pas correctement. Les partenaires sociaux, c'est-à-dire que les syndicats des travailleurs du secteur privé,
le Conseil national du patronat, la Chambre de commerce et d'industrie, doivent s'approprier tous les sujets qui conditionnent l'insertion dans l'économie mondiale. Des sujets comme le marché du travail, le marché du capital, la formation, l'énergie, les transports, la fiscalité, etc. Sur toutes ces questions-là, sur tous ces thèmes-là, malheureusement, la qualité du débat est encore insuffisante. En dépit de ces instances, l'implication du secteur privé dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques demeure insuffisante. Le dialogue doit porter aussi, non seulement sur l'amélioration des indicateurs qui fondent la lisibilité internationale de notre pays, c'est-à-dire le doing business, mais sur tous les dossiers qui conditionnent la compétitivité de nos entreprises. Dans le cadre de l'UEMOA, qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il a été encouragé la création au niveau de chaque État un cadre national de dialogue social. Et le gouvernement et le patronat sont, avec les syndicats, sont aujourd'hui dans cette logique de créer ce cadre national de concertation qui va permettre d'anticiper sur les conflits. Une fois qu'on anticipe sur les conflits, le développement économique, l'activité économique des entreprises est au rendez-vous. C'est-à-dire ça permet d'éviter des grèves, ça permet d'éviter les crises sociales. Il existe une pléthore de cadres de concertation, mais le dialogue est en panne. Il est important que ce dialogue soit amélioré pour que les entreprises nationales redeviennent plus compétitives dans un monde totalement libéralisé. Nous sommes un des 193 États reconnus par les Nations Unies et chacun de ces 193 États cherche des investissements, cherche à attirer des investissements, que ce soit des investissements nationaux, mais aussi des investissements internationaux. Donc il est important que le secteur privé et le secteur public dialoguent pour améliorer le cadre dans lequel les entreprises évoluent. Il y a un élément aussi important sur lequel il faut focaliser l'action, c'est-à-dire le dialogue public-public. Cela participe aussi de la consolidation du dialogue public-privé. Chaque ministère doit travailler avec les secteurs qui sont directement liés à son écosystème et qui ont un impact direct sur l'atteinte de ses objectifs. Cela participe aussi de la consolidation du dialogue État-secteur privé. Mais heureusement, avec la gouvernance actuelle, on sent une amélioration. On sent de plus en plus qu'il y a une synergie d'action entre les différents ministres, entre les différents départements ministériels, quant à la mise en œuvre de leur programme d'action. Travailler en complicité parfaite pour améliorer notre croissance économique est une des solutions aux problèmes du secteur public et privé. Tant qu'il n'y aura pas cette complicité-là, on ne peut pas développer une économie. Or, c'est l'économie qui développe un pays. Vous ne pouvez pas avoir une armée forte si vous n'avez pas une économie forte. Parce que c'est en ayant une économie forte que l'État peut prélever des impôts et des taxes en taxant cette économie pour justement bâtir par exemple une armée, pour bâtir un système éducatif de qualité, pour bâtir des routes, des ponts et des aéroports et des gares routières. Les dysfonctionnements préjudiciables au secteur public et privé méritent des réponses, ne serait-ce que pour résoudre l'équation du chômage. Chaque année, nous allons avoir entre 150 000 et 200 000 jeunes qui vont sortir de nos écoles, de nos centres de formation, qui vont venir chercher du travail et qui ne trouveront pas du travail. Et sans perspective, qu'est-ce qu'ils vont faire ces jeunes? Ils vont s'enrôler dans des groupes armés terroristes parce qu'on leur donne quelques billets, ou alors ils vont essayer d'immigrer et 80 à 90% d'entre eux vont mourir soit dans le désert du Sahara ou bien en mer Méditerranée. Donc il est impératif que ce dialogue secteur public, secteur privé soit rétabli. Je crois que ce dialogue aussi doit être un cadre d'échange où l'État doit débattre avec le secteur privé de sa vision du développement à long terme. Et c'est bon que ce type de cadre puisse exister et qu'il soit fonctionnel. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un cadre, mais il faut aussi que le cadre fonctionne. Mettre en place les dialogues demande des efforts et l'entretenir en demande plus encore. Il est de la responsabilité du secteur public, mais surtout des organisations du secteur privé de se hisser à ce niveau de partenariat. Pour le renforcement de l'efficacité du dialogue public-privé, on se rappelle en 2018, le gouvernement pour sa part a pris acte en Conseil des ministres de la communication écrite relative aux résultats de l'évaluation du cadre de concertation entre l'État et le secteur privé.
On rencontre souvent en plein centre de Bamako des jardins maraîchers ou des champs de maïs, de mil ou de gombo. Ces cultures sont-elles autorisées? Représentent-elles des risques pour les populations? Les éléments de réponse avec Batraoré. Nous sommes à zone ACI 2000 en plein centre d'affaires de Bamako. Ici, une zone de maraîchage par excellence où plusieurs parcelles sont entretenues par des exploitants. Certaines concessions sont même utilisées comme champs de maïs. Dans l'un ou l'autre cas, en zone ACI 2000, aucun propriétaire de jardin n'est en place pour nous édifier sur leur activité. C'est seulement les ouvriers qui s'activent à l'entretien des dites parcelles. Mais qu'en est-il des restrictions par rapport à ces cultures en plein milieu urbain? Cela est permis, c'est même suivi, encadré. Donc les cultures maraîchères, notamment les laitues, le persil, d'autres cultures qui ne sont pas des grandes cultures, c'est permis. Ce qui n'est pas permis, ça c'est l'utilisation des pesticides qui ne sont pas homologués et qui ont des effets néfastes sur les cultures et sur les consommateurs, et chez les consommateurs aussi. Au niveau de la zone aéroportière, c'est les champs d'arachides, de gombo et de maïs. Contrairement à la zone ACI 2000, ici certains exploitants sont en place et nous parlent de leurs activités. J'ai gagné mon budget parce que toujours, chaque année, quand même, je peux gagner 10 sacs, souvent 15 sacs, souvent 13. L'année, c'est pas la même chose, quoi. Sambou Dabo, un autre exploitant, est formel. Depuis son installation il y a de cela une décennie, pour lui, aucun danger par rapport à son activité. Seulement, certains agents de la mairie sont passés un moment pour nous dire de ne pas occuper l'espace de 20 mètres qui sépare nos champs de la route qui mène à l'aéroport. Mais s'agissant de l'insécurité, tout change avec la situation actuelle. Pour ce qui concerne les cultures de grande taille, telles que le maïs, dans l'agglomération de Bamako, ce n'est pas vraiment permis parce que ça peut servir de refuge pour les gens mal intentionnés. Les malfaiteurs peuvent profiter de ces grandes cultures-là qui cachent bien pour se camoufler. D'autre part, c'est déjà dit dans les textes que les grandes cultures ne sont pas même permises dans les concessions, sauf les cultures de petite taille. Et hormis ça aussi, ça permet la prolifération des insectes, et notamment les moustiques, qui peuvent vraiment nuire à la santé publique de nos populations. Excellent. Sur la question, aucun interlocuteur du côté du gouvernorat du district de Bamako, malgré plusieurs tentatives. Un bosquet a été érigé en la mémoire de Feu Nankouman Keïta, ancien ministre de l'Environnement, dans le village de Badougou Fadigila, dans la commune du Mandé. C'est le ministre en charge de l'Environnement qui a présidé la cérémonie de mise en valeur du dit bosquet. Bemba Sibi. Inauguration d'un bosquet par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en l'honneur de Feu Nankouman Keïta, ancien ministre de l'Environnement arraché à notre affection il y a de cela quelques mois. Une inauguration suivie du reboisement du site qui se trouve dans le village de Badougou Nafadji, dans la commune du Mandé. L'initiative est de l'association Génération pour la Patrie et la République GPR. Le président Feu Nankouman a été de tous les combats au Mali, mais celui de l'environnement le tenait à cœur. Et pour honorer vraiment sa mémoire, nous avons estimé qu'il serait vraiment souhaitable, judicieux, de faire une plantation, un bosquet en son honneur. Amoureux de la nature, Nankouman a toujours inculqué à son entourage et ses collaborateurs l'envie de protéger l'environnement et de bâtir un monde meilleur, particulièrement pour les populations maliennes. Au nom de toute la famille Keïta, je voudrais remercier l'association Les GPR pour avoir initié cette activité. La réussite de ces plans doit être leur œuvre, ça doit être l'œuvre des Mandékas. J'en appelle à tous les Mandékas afin que ces arbres, qui sont en plus des espèces rares.
Des espèces comme l'anacade, le néré ou encore le caritier, dont 560 plants ont été mis en terre en la mémoire de ce fils du Mandé qui d'ailleurs a planté les premiers végétaux de ce bosquet. Nous avons dédié ce bosquet en son nom pour encore remémorer les idées de l'homme, pour aussi faire en sorte que les populations du Mandé, toutes catégories confondues, se disent qu'ils avaient un frère, ils avaient un père, ils avaient un fils qui s'occupait de l'environnement. C'est ce qui m'amène ici aujourd'hui, au nom du président de la transition, au nom du Premier ministre, au nom de l'ensemble du gouvernement, pour célébrer ce bosquet qui porte le nom de Feu Nkouma Keïta. Et nous prions que les arbres qui vont être là, nous souhaiterons que ça soit entretenu à hauteur de souhait. Par ce acte, les membres de Génération pour la Patrie et la République, une organisation lancée par le regretté Nkouma Keïta en 2016, montrent que la chose la plus importante que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Et avec ce bosquet, le nom de Nkouma Keïta, un amoureux de la nature, est inscrit à jamais dans la mémoire du Mandé. La campagne agricole 2022 dans la région de San s'annonce promoteuse. Le constat est fait par une mission nationale de supervision après 5 sites visités dans les localités de Kimparana, San et Yangassou. Drissa Kone. La délégation composée de techniciens s'est rendue sur le terrain. Des champs de coton, de mil, de maïs et de riz sont visités, notamment dans les localités de Kimparana, San et Yangassou. À tous les niveaux, des débats sont engagés avec les producteurs pour recueillir les problèmes et prodiguer des conseils. Dans ces localités, le problème récurrent a pour nom l'inondation des champs. Yangassou, l'an passé, on était à 417 mm comme cumul annuel. Cette année, nous sommes déjà à 933 mm, soit le double, sinon plus que le double. Cela a comme conséquence des cas d'inondation temporaires ou permanentes. Et quand on dit inondation, ça inhibe carrément le système racinaire des cultures. Donc le rendement escompté n'y est pas. La situation agricole, on ne peut pas dire que c'est trop alarmant, mais il y a eu beaucoup de cas d'inondation ici à San cette année, surtout en zone riziculture. Que ce soit la riziculture de bas-fond, de maîtrise ou en submersion contrôlée, il y a eu beaucoup d'inondations. En culture sèche, il y a un peu d'espoir là-bas dans la zone de San. Il y a un peu d'espoir parce que c'est le maïs, le mil, le sorgho. Il y a un peu d'espoir. Malgré ces difficultés, la campagne agricole 2022 à San s'annonce prometteuse. Il y a des petits constats quand même qu'on a eu à faire, bien que la situation phytosanitaire soit calme. Bon, dans les zones de production où il y a le coton, il y a des petites attaques qui ont été constatées, surtout dans la zone de San, sur le coton. Mais bon, les traitements ont commencé. Je pense que le mal est en train de s'atténuer. Avec l'état d'évolution des cultures, nous espérons quand même qu'il faut s'attendre à des résultats quand même positifs. Auparavant, la délégation avait rencontré les autorités régionales pour leur expliquer l'importance de la campagne de supervision agricole. 16e session ordinaire du conseil d'administration du Centre de formation pour le développement. Au cours de cette session, les échanges ont porté sur l'examen et l'adoption du rapport de la 15e session, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport financier de l'exercice écoulé. Inaba. Pour cette 16e session ordinaire du conseil d'administration du Centre de formation pour le développement CFD, les administrateurs procèdent à l'examen et à l'adoption du rapport financier. Ils évalueront aussi le rapport du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2021. À l'ouverture des travaux, le président de Sciences a souligné l'impact de la crise sanitaire sur les activités programmées, ce qui fait que les formations programmées et non encore exécutées sont suspendues pour manque de crédits budgétaires. Concernant les activités de formation pour l'année 2022, sur 47 formations prévues, le CFD a exécuté 24 formations, soit 8 formations en visioconférence sur 16 formations prévues et 16 formations en présentiel sur 31 formations prévues, ce qui fait un taux d'exécution à ce jour de 51,06%.
Le Centre pour le développement est conçu pour renforcer les capacités nationales au niveau des régions. Le centre a pu tenir ses formations dans les régions de Sikasso, Ségou et Mopti. Des demandes spécifiques sur la gestion intégrée des ressources en eau, l'évaluation des politiques publiques, le droit et contentieux foncier sont fortement demandés. Au total, 607 cadres, dont 416 hommes, soit 68%, et 191 femmes, soit 31%, ont bénéficié de cette formation. 5 ont été exécutés sur 8 prévus, soit un taux d'exécution de 62,5%. Créé en octobre 2008, le Centre de formation pour le développement a pour mission de contribuer à la réduction des coûts de formation à l'étranger grâce à l'utilisation des TIC. La Maison de la Presse a servi de cadre au lancement des activités de l'association à Montmali. C'est une initiative citoyenne visant à promouvoir la cohésion sociale et l'unité nationale. Elle a pour objectif de contribuer au renforcement de la citoyenneté et soutenir la transition. Ibrahima Kao Konaté. L'association à Montmali est une force de sensibilisation et de veille citoyenne. Elle vise à aider notre pays à sortir de la crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis des années. Montmali est une association apolitique ayant pour mission de soutenir la transition politique, le Mali tout court. Elle a comme objectif principal de contribuer au renforcement de la citoyenneté, à l'unité nationale, à la cohésion sociale et à la paix. À Montmali, Nebem Faso Fe Edzo, c'est l'amour de mon pays qui m'a poussé à créer cette association au nom du Mali, à Montmali. Les initiateurs de ce mouvement patriotique à Montmali, avec comme slogan Nebem Faso Fe Edou, ont désormais créé ce cadre de réflexion, de synergie d'action et de mobilisation pour le Mali. Tant nos ressorts sociétaux sont cassés, et le Mali a besoin de tous ses enfants pour vraiment travailler au relèvement de ce pays, pour travailler au développement de ce pays, pour faire en sorte que ce pays se mette debout et que nous soyons fiers de nous-mêmes et de faire en sorte que nous nous remémorons de nos valeurs qui ont fait la grandeur de ce pays. À Montmali est une association apolitique ayant pour mission de soutenir la transition et le Mali tout court. Près de 30 milliards de francs CFA, c'est le coût global du projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs au Mali. Lancé ce jeudi dans la région de Kaye, ce projet couvre les régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Il est financé conjointement par le gouvernement du Mali et le Fonds international de développement agricole FIDA, Benoro Fofana et Mamadou Bagayugo. Logé au ministère du Développement rural, le projet multi-énergie pour la résilience et la gestion intégrée des terroirs mérite contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la réduction de la pauvreté et à la résilience, y compris la résilience climatique, à travers la production des énergies renouvelables et des fertilisants organiques de qualité sous la forme des biodigesteurs. Financé conjointement par le gouvernement du Mali et le Fonds international de développement agricole FIDA, le projet Mérite vise 42 000 ménages, soit 420 000 bénéficiaires indirects, dont 50% de femmes et 30% de jeunes. Le projet Mérite s'articule autour de deux composantes. La première composante, c'est le Nexus biodigestaire. C'est la composante qui se charge de la confection, de la réalisation, de l'utilisation du biodigestaire en utilisant son gaz, le biogaz, pour les femmes, pour réduire un peu la coupe de bois, leur maintenir en santé, parce qu'il n'y a pas de dégagement de fumée. La composante 2, c'est la résilience des systèmes de production et la gestion des terroirs. Voyons en ce projet une opportunité pour vraiment augmenter le taux d'utilisation de la fumure organique et aussi augmenter la production maraîchère parce qu'il est prévu de réaliser des périmètres maraîchers pour les femmes notamment. Lancé dans la cité des Rails pour une durée de 6 ans, le projet Mérite couvrira 10 communes des cercles de Bafoulabé et Kenyeba, soit 5 communes par cercle. Les critères de choix sont basés essentiellement sur les critères de pauvreté. Et le niveau de dégradation des ressources naturelles, c'est un critère également. Il y a également le critère de l'effectif de bovins dans la commune ou dans les villages.
Et voilà, entre autres, les critères qui ont concouru à l'identification des communes. La cérémonie de lancement du projet Mérite dans la cité des Rails a été couplée à un atelier qui a permis d'informer les principaux acteurs sur le projet à travers une projection vidéo. Dans le cadre de son projet Solidarité et Entraide communautaire PSEC Mali, Oxfam et son partenaire CAEB initient une table ronde à Ségou. À travers cette concertation, un accent particulier est mis sur la problématique de l'accès des femmes et des jeunes à la terre et aux instances de prise de décision. Jacqueline Dako et Bassi Traoré. Au Mali, 30 000 personnes des régions de Dioïla, Gao, Kita et Ségou bénéficient des œuvres du projet Solidarité et Entraide communautaire PSEC Mali. Il s'agit, à travers cette table ronde, d'échanger avec les leaders communautaires sur la problématique de l'accès des femmes et des jeunes à la terre et renforcer leur capacité pour une meilleure implication de ces couches dans les instances de prise de décision nominative et sélective. Oxfam et ses partenaires ont voulu créer ce cadre d'échange pour mieux appréhender les préoccupations de tous et de toutes, et singulièrement celle de la participation des femmes et des jeunes aux différents processus de décision, tant politiques, économiques, sociales ou culturelles. De l'ONG CAEB et son partenaire Oxfam, de conjuguer leurs efforts pour accompagner les femmes et les jeunes dans leur plaidoyer auprès des autorités afin qu'ils puissent avoir des espaces agricoles adéquats et des postes de responsabilité au sein des instances communautaires et communales. Le projet Solidarité et Entraide communautaire PSEC Mali est mis en œuvre dans 8 communes du cercle de Ségou. Sachez qu'en facilitant l'accès des femmes et des jeunes à la terre, vous allez réussir les paris de la lutte contre l'insécurité alimentaire et contre tout autre facteur aggravant la pauvreté et le sous-développement. Car cette réussite traduit la complémentarité et l'inclusivité des forces productives. Une caravane de sensibilisation dans la ville de Ségou sur l'importance de l'accès des femmes et jeunes à la terre et aux instances de prise de décision publiques et politiques, une déclaration sur le sujet remise aux autorités ont été d'autres temps forts de ce cadre d'échange. Partons à Dioïla pour parler de cette remise de vivres, de kits sanitaires et de matériel d'assainissement aux sinistrés de l'inondation des villages de Nematoulaye et Tiendo le 17 août 2022. Cette donation est la réponse aux sollicitations du gouverneur de Dioïla auprès de l'ONG Plan International Mali. Daniel Fomba. C'est en réponse aux sollicitations du gouverneur de Dioïla et Plan International Mali avec le soutien financier de celui du Canada que cette cérémonie de donation fut organisée afin de soulager la souffrance des 523 personnes sinistrées. J'ai l'immense honneur de m'exprimer au nom de Plan International à cette cérémonie de remise de quelques vivres et non-vivres aux familles durement affectées par les inondations enregistrées dans nos 2 villages partenaires, je cite Tiendo et Nematoulaye. À travers cette modeste donation composée de 120 sacs de riz, 60 sacs de maïs, 53 sacs de sel, 22 sacs de sucre, 265 litres d'huile, 280 moustiquaires, 280 couvertures, 280 nattes de 2 places, avec 60 kits de lave-mains, 75 bidons de grésil, 75 bidons d'eau de javel, et enfin 75 cartons de savon. Plan, à travers ce modeste geste, tient à réaffirmer ici sa solidarité. Nous remercions Plan International pour son cadeau. Quant au gouverneur, après la remise symbolique et les mots de remerciement, a présenté d'autres doléances. Donc à la suite des pluies exceptionnelles que nous avons enregistrées cette année, comme annoncé, et plusieurs localités ont enregistré vraiment des cas d'inondation. Ça a été le cas à Fana. Donc je profite de ce micro pour lancer un appel à Plan International pour prendre en compte ces différents cas d'inondation pour lesquels nous n'avons pas, en tout cas, de solution immédiate. Et nous souhaitons que l'appui qui vient d'être fait à ces 2 villages aujourd'hui par Plan International, que cet appui puisse s'étendre à d'autres localités. Les enfants parrainés par Plan International Mali, dans un geste significatif, ont manifesté leur joie.
Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 11 nouveaux cas positifs sur 766 tests réalisés, 89 patients guéris et un décès. À ce jour, 452 patients sont sous traitement. Avec moi dans ces studios, Abdul Karim Kaba pour nous parler de l'actualité sportive. Bonsoir. Bonsoir Foutin Tougara et bonsoir à tout le monde. D'abord, football, compétition africaine de football en Ligue des Champions. En image, un match retour des tours préliminaires. Le Djulibassi devrait recevoir le Deportivo Mongombo de la Guinée équatoriale cet après-midi au stade du 26 mars de Limadio. Mais à l'heure du match, précisément à 16h, les Équato-Guinéens qui n'avaient pas encore effectué le déplacement ne se sont pas présentés sur le terrain. L'équipe de Libassi, les officiels du match, notamment bien sûr les arbitres et le commissaire du match, étaient sur le terrain. Pour le moment, aucune décision officielle n'est encore prise. Les deux équipes restent suspendues à la Confédération africaine de football qui rendra une décision dans les heures à venir, soit pour reprogrammer le match, soit notifier le forfait des Équato-Guinéens. En football toujours, cette fois-ci chez les cadets, Ségou a battu Mopti par le score de 2-0. Amara Diarra, deuxième minute sur penalty, et Amadou Bagayogo à la 74e minute sont les auteurs des 2 buts de la partie démarrée le 2 septembre dernier. Le championnat national des cadets a regroupé toutes les équipes de ligue régionale sauf Kidal. Les 4 formations du district Bamako ont également participé à la compétition. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football s'est réjoui de la tenue du championnat national cadet chez les garçons qui n'avait pas été organisé depuis près d'une décennie. Donc la victoire des jeunes de Ségou dans ce championnat des cadets. Fin ce week-end à Kita, toujours en football, dans la capitale de l'Arachide, du tournoi couplé à la Coupe Sabé, Vacances Foot 2022 au stade Mohamed Lamine Konaté de Kita. Plusieurs finales ont été disputées devant un public amoureux. Wartem Kita, le point avec Mamadi Aliou Bari. Promouvoir le football afin de détecter des jeunes talents, voilà tout le sens de ces finales du centre Sabé à Kita. 4 coupes se sont disputées devant un public venu nombreux au stade Lamine Konaté. La première, un mélange de juniors et seniors, a vu la victoire de l'équipe Agna face à l'Ouartem Kita en bleu 2-1. La deuxième rencontre en minime cadet, l'équipe Sidi Sako s'est inclinée devant l'équipe Agna en vert 0-2. En pupille, les Noirs ont remporté face aux Jaunes par le score de 1-0. Quant à la finale de la Coupe Sabé Vacances 2022, le centre Sékou Koïta a largement dominé le centre Diata 5-0. Nous avions eu à voir des jeunes talents qui méritent d'être suivis et encouragés. C'est une opportunité à saisir et c'est une initiative à encourager. J'ai vu les talents aujourd'hui, les jeunes vraiment ils ont joué. J'ai été vraiment très content. Pour ces finales du centre de formation de football AS Sabé couplé à la Coupe Vacances Foot Sabé, plusieurs trophées et prix ont été distribués, notamment meilleurs joueurs, buteurs et gardiens de but, mais aussi des reconnaissances aux plus méritants. Cyclisme à présent, et en troisième raison, c'est Bouram Madjara de l'USFAS qui a remporté le trophée de la 2e édition du Grand Prix de cyclisme. Colonel Assimi Ngoïta, président de la transition, une compétition initiée par l'Union des jeunes pour le développement de Niena. Elle a enregistré la participation de plus de 150 cyclistes de plusieurs localités du pays sur une distance de 120 km. Le point avec Mustapha Doumbia. C'est la course des juniors sur 24 km pour 188 participants qui a donné le ton de cette 2e édition du Grand Prix de cyclisme Colonel Assimi Goïta, président de la transition. La course des seniors a concerné 156 cyclistes sur une distance de 120 km. C'est une initiative de l'UJDN, Union des jeunes pour le développement de Niena. Notre objectif aujourd'hui est de rassembler l'ensemble des jeunes du Garadou. Par ailleurs, la jeunesse de Niena, par ma voix, réaffirme également
son soutien total à la transition avec à sa tête le colonel Assimi Goïta. Les participants à cette course représentent des clubs de plusieurs localités du pays, parmi lesquels Bamako, Kolondjeba, Koumantoum et certains villages de la commune de Niena. Les cadres bénéficient du soutien de la Fédération malienne de cyclisme qui a remis un vélo pour le président de la transition et 2 pour la Ligue de Ségou. La fédération offre un vélo au président colonel Assimi Goïta, président de la transition. Le pédaler, monsieur le ministre, rime avec gérer le Mali avec efficience et efficacité. Mais en pédalant, monsieur le président aura, nous l'espérons, le souci constant du développement du cyclisme malien. Dans son intervention, le maire de la commune de Niena, Seriba Diallo, a souhaité l'accompagnement des autorités pour la réalisation d'un vélodrome à Niena, une préoccupation bien prise en compte par le département en charge des sports. Le Grand Prix Assimi Goïta est en train de devenir le plus grand rendez-vous du cyclisme malien. Et ça, c'est parce que la région de Sikasso et la ville de Niena et les Ganadougou en général ont toujours été les ambassadeurs du vélo et du cyclisme. Je tiens à féliciter la jeunesse de Niena pour cela. J'ai également entendu les préoccupations partout où les jeunes se mobilisent, partout où les jeunes sont engagés. Je serai engagé avec eux et les peu de moyens que nous avons au ministère des Sports seront alloués aux jeunes engagés pour le développement de la jeunesse et du sport. La deuxième édition du Grand Prix de cyclisme colonel Assimi Goïta est remportée par Bourama Diarra de l'Isfaso, suivi de Moussa Togola du club Ernest de Bamako et Sidiki Diarra d'Enchibala. Ils ont reçu respectivement 325 000, 250 000 et 200 000 francs CFA. À chaque prix s'ajoutent 100 000 francs offerts par le ministre en charge des sports. Vivement la troisième édition du Grand Prix du cyclisme du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Merci Abdelkarim Kaba pour ces informations. Merci bien Foutine Tunkara. Les eaux du fleuve, patrimoine naturel et culturel pour les Bozo, c'est là malgré les dangers naturels. La chronique culture et société de ce soir s'intéresse à cette thématique. Alpha Mega approche de plus près cette communauté. Suivant. Au Mali, depuis belle lurette, les Bozos sont considérés comme les maîtres de l'eau. Bozo se trouve toujours au bord du fleuve et il n'y aura jamais de litige entre Bozo et une autre personne à cause de terre. Bozo est toujours au bord du fleuve. C'est son patrimoine culturel également, parce que c'est là que toute sa vie est tassée et tissée. Son patrimoine nourricier aussi, parce que c'est là qu'il tire toutes les ressources pour pouvoir vivre. Effectivement, le Bozo ne peut pas être dissocié de l'eau et du fleuve. C'est son environnement, dont l'habitat se construit au fil du fleuve. La pêche constitue l'activité principale des Bozos, activité qu'ils pratiquent et partagent avec les Somono, les Sorko. C'est ce qui explique pourquoi ils habitent non loin des cours d'eau, cet endroit où ils gagnent leur vie. C'est les autres qui ont peur de ça, nous on n'a pas peur de ça. C'est comme le routier. C'est comme l'aviateur. Il y a des dangers partout dans la vie là. Mais ici, ça, c'est notre milieu naturel. Nous n'avons pas peur de l'eau. Puisque notre principale activité, c'est la pêche. On est obligé d'être à côté de l'eau. C'est pour cette raison qu'à une époque d'ailleurs, nous avions envisagé, au moment où on préparait les éléments de la nouvelle école fondamentale, nous avions envisagé d'avoir, comme on a des écoles nomades au niveau du désert, qu'on ait aussi des écoles nomades sur le fleuve. Parce qu'en fonction des hameaux des Bozos, faire en sorte que l'école suive les déplacements des Bozos, donc des pêcheurs, des connaisseurs du fleuve. La dignité des Bozos se trouve dans la pratique de la pêche. C'est pourquoi ils demeurent semi-nomades, faisant déplacer leur habitation selon les saisons et le niveau de l'eau. Le Bozo, c'est le brave homme. Mais néanmoins, nous bravons ces dangers-là. Et donc, nous vivons dignement de nos activités. Qu'il fasse froid, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, nous bravons tout ça. Il faut les voir chanter sur l'eau pour comprendre que l'expression « Jean du fleuve » est culturellement appropriée pour cette communauté.
Le long du fleuve Niger et de son pont affluent, le Bani, vivent des communautés de pêcheurs. Parmi elles, seuls les Bozo forment une ethnie à part entière, ayant sa langue et sa mythologie propre. Le but de cette association, c'est de contribuer à la création et au développement de l'épanouissement de la langue et de la culture Bozo. Maîtres de l'eau, les Bozo partagent le fleuve avec les Somono. Ces pêcheurs sont les seuls à connaître les secrets du fleuve. Quand un corps est perdu dans l'eau, le Bozo le retrouve. Quand un objet est perdu dans l'eau, le Bozo le retrouve. Le Bozo peut passer des heures sous l'eau, donc on ne sait pas comment il respire. C'est la mystique quelque part. Le secret que les Bozo ont, c'est un secret commun. C'est quelque chose qu'il faut l'apprendre. Pour la petite histoire, moi, Bozo Blay, une fois les enfants ont fait perdre mon filet. Ils ont demandé l'appui à tout un chacun. Personne n'a voulu rentrer l'endroit principal où le filet y était perdu. Quand on m'a dit, j'ai dit que moi, Bozo Blay, mon filet ne peut pas se perdre dans l'eau comme ça. Quand j'ai été, on m'a montré l'endroit, je suis descendu au fond de l'eau. Arrivé là-bas, j'ai vu quelque chose comme une case, comme une maison. L'intérieur était totalement blanche. Donc j'ai fait sortir mon filet et quand je suis sorti, je suis resté inactif pendant des heures. Je ne faisais que dormir parce que j'ai vu quelque chose de surnaturel sous l'eau. Mamou Tchero chante en langue bamana le répertoire ancestral des pêcheurs Bozo. Elle jouit d'une grande renommée auprès de tous les Bozo et Somono qui lui font appel pour animer les cérémonies de mariage, de funérailles et autres anniversaires. Avec sa voix puissante et joliment enrouée, elle perpétue les mythes Bozo et rend hommage aux grands pêcheurs du Mali, capables de capturer les hippopotames à main nue. Et j'avoue que nous sommes passés à côté de beaucoup de choses à ce niveau-là, malheureusement. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait suffisamment attention à nos valeurs, à nos savoirs, et nous nous sommes laissés entraîner dans ce que l'Occident nous a, j'allais dire, imposé. Moussa Konaté et son livre La malédiction du Lamatin nous plongent dans cet univers avec intrigue sur les traditions ancestrales des Bozo partagées entre islam et animisme autour de ce fleuve et des animaux qui y vivent. Les Bozo, un peuple de l'eau. Igindo. À suivre ce soir, question d'actualité qui parlera du document de la stratégie de réconciliation ainsi que la semaine de la réconciliation nationale désormais instituée dans notre pays du 15 au 21 septembre de chaque année. Les invités sont Lassana Mfadjakité, conseiller technique au ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Madame Maïga Sinadamba, membre du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation, ancienne ministre, et Mahaman Maïga, chef de la mission d'appui à la réconciliation nationale. Question d'actualité à suivre après Défense citoyenne, une présentation de Aridjuma Tina. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.